La lumière matinale filtrait à travers les longs rideaux blancs de la salle de banquet de l'hôtel Albert, projetant une douce lueur sur les verres en cristal et les couverts en argent. Le petit déjeuner du cercle intime des investisseurs de Bennett Global commença à 8 heures. Fidèle au style de Cyrus Bennett, précis, discret et sans concession. Assis à la table centrale, vêtu d'un costume gris anthracite et d'une cravate bleu marine foncée, il ajustait son col d'une main tandis que son regard perçant balayait la pièce. Les murmures discrets, les rires polis et le tintement délicat des couverts créaient la symphonie caractéristique d'une réunion d'élite. À côté de lui, El Monroe, son fiancé et directeur de la communication de Bennett Global, discutait avec un investisseur japonais. Cyrus n'y prêta guère attention. Son regard se posa sur le verre de jus d'orange posé devant lui quelques minutes plus tôt, un geste attentionné, mais pas quelque chose qu'il avait commandé. Curieusement, Cyrus détestait le jus d'orange. Il détestait son goût aigre-doux artificiel. Il prit le verre non pas pour boire, mais pour faire tournoyer doucement le liquide doré, plissant les yeux. Ne bois pas ça. La voix n'était ni forte ni pressante, mais suffisamment tranchante pour transpercer l'air raffiné comme une lame. Cyrus pencha la tête. L'oratrice était une femme en uniforme de concierge bleu foncé, les cheveux soigneusement attachés en arrière, les mains gantées tenant un chiffon humide. Elle se tenait près d'une grande colonne près du buffet, comme si elle passait par là par hasard. « Que as-tu dit » demanda Cyrus d'une voix calme, comme s'il répondait à un bulletin météo. « Il y a quelque chose là-dedans » répondit-elle sans croiser son regard, d'une voix suffisamment basse pour que lui seul puisse l'entendre. « Ce n'est pas du jus d'orange ordinaire. Si vous me croyez, posez ce verre. Sinon, buvez-le et voyez par vous-même. » Puis elle se détourna. Cyrus posa le verre sur la table. C'était un homme prudent, trahi par ses proches. L'avertissement apparemment absurde de la femme le glaça bien plus qu'il ne le troubla. Il fit signe à son assistant personnel, Daniel, retirez ce verre maintenant. 1 heure plus tard, après la fin de l'événement et le départ des investisseurs, Cyrus était assis dans un bureau temporaire au 9e étage de l'hôtel, les yeux rivés sur l'écran de sa tablette. Le rapport d'un laboratoire indépendant venait d'arriver. Résultat, faible concentration de scopolamine, un sédatif connu pour induire des pertes de mémoire à court terme, et léger contrôle du comportement. Risque élevé si le sujet n'a jamais été exposé. Les effets commencent dans les 15 à 30 minutes. Cyrus se renversa dans son fauteuil, la paume de sa main se refermant lentement en poing. Il n'était pas surpris que la boisson soit contaminée. Ce qui le surprit, c'est que quelqu'un l'ait averti. Sans rien demander en retour. Ce soir-là, Cyrus retourna à l'étage et demanda à rencontrer l'équipe de nettoyage. La chef de service, Linda, lui montra une liste. L'équipe de ce matin comptait 4 agents d'entretien pour le hall. 2 hommes, un homme d'un certain âge et, une femme que nous avions embauchée la semaine dernière, Nora Reyes. Je veux la voir. Linda fronça les sourcils. Elle est partie tôt, sans laisser de raison, mais j'ai son numéro interne. Cyrus prit le numéro griffonné à la hâte. Il ne répondit pas, mais en se dirigeant vers la zone de maintenance, il entendit un léger bruit, le léger bruissement d'une serpillière glissant sur le carrelage. Et elle était là, Nora, en train de passer la serpillière dans le couloir. Aucun signe de surprise, aucune tentative de fuite, juste un regard calme et des mains assurées. « Pourquoi avez-vous fait ça » demanda Cyrus. Nora marqua une pause. Ne répondit pas tout de suite. Son regard s'attarda sur la marque de ses chaussures en cuir. « Vous êtes importante » dit-elle d'un ton aussi neutre que si elle lisait le manuel d'une machine à laver. « Quelqu'un comme toi qui meurt pour un verre de jus. C'est vraiment horrible comme fin, ajouta-t-elle. Je déteste les morts horribles. Qui es-tu ? Demanda Cyrus en plissant les yeux. Un concierge, répondit-elle en se baissant pour frotter la tache. Mais aussi quelqu'un qui avait autrefois empêché une mort grâce au jus d'orange. Aujourd'hui, c'était la 2e fois. Il resta là quelques secondes, hésitant entre prudence, gratitude ou profond trouble. Une femme sans trait notable, sans statut, sans antécédent et sans raison de le sauver. Pourtant, elle apparut au moment idéal, comme préprogrammée. Tu devrais le savoir, dit Cyrus lentement. Je ne fais confiance à personne qui fait le bien sans rien attendre en retour. Alors pense que je suis folle, dit Nora en haussant les épaules. Au moins, tu es encore en vie. Cette nuit-là, Cyrus ne put dormir. Il appela Daniel. Enquêtez immédiatement sur Nora Reyes. Elle n'est pas normale.
Daniel marqua une pause. Nous n'avons trouvé aucun casier judiciaire correspondant. Pas de documents officiels, pas de permis de conduire, pas de numéro d'identification fiscale. Elle n'existe pratiquement pas dans le système. Alors qu'il a embauché? Le dossier montre qu'elle a été recrutée par une agence de nettoyage indépendante, sous contrat de travail. Elle cache quelque chose, dit Cyrus, certain maintenant. Daniel hocha la tête. Mais si elle voulait te faire du mal, elle ne t'aurait pas prévenu. Et c'est peut-être elle qui est traquée. Cyrus croisa les bras. Sous la faible lumière, ses yeux brillaient d'un mélange de suspicion et de curiosité, un regard non réservé au concierge, mais au mystère sans réponse. Qui était la femme qui l'avait sauvée? Et comment savait-elle tout à l'avance? Impossible. Cyrus Bennett fixait le mince dossier posé sur son bureau, dans son bureau privé au 42e étage du siège social de Bennett Global. En face de lui était assis Daniel, son assistant le plus fidèle, l'air gêné. Nous avons vérifié toutes les bases de données, les archives fédérales, la sécurité sociale. Aucune personne nommée Nora Reyes, née au cours des 40 dernières années, ne correspond à son apparence, à ses empreintes digitales ou à ses dossiers administratifs. Pas de permis de conduire, rien. Pas d'assurance maladie? Aucune. Pas de formation? Rien du tout. Cyrus se laissa aller au fond de sa chaise, les doigts entrelacés sous le menton. Il connaissait bien les gens vivant hors du commun, mais cette affaire était trop propre, trop délibérée. Alors pourquoi travaille-t-elle comme concierge? Daniel haussa les épaules. L'entreprise de nettoyage l'avait embauchée il y a 8 mois grâce à une recommandation et un anonyme. Apparemment, elle avait un casier judiciaire. Aucun antécédent judiciaire. Alors Cyrus soupira, puis laissa échapper un petit rire. C'est un fantôme. Daniel secoua la tête. Pas un fantôme, mais certainement pas ordinaire. Vous regardez Histoire d'âme, où chaque histoire murmure de l'amour, de la guérison et de l'espoir. Dites-nous de quelle ville vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre aventure. Maintenant, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Cet après-midi-là, Cyrus retourna à l'hôtel à lire. Il ne portait plus son costume, mais une chemise blanche et un pantalon gris clair. Un simple client de l'hôtel. Il descendit au niveau de la maintenance et trouva le local à provision du concierge. La porte en acier était un bocal. À l'intérieur, sous la faible lueur d'une ampoule fluorescente, se trouvaient des étagères remplies de serpillières, de seaux, de produits de nettoyage et une chaise en bois où Nora était assise. Penchée, elle lassait ses lacets. Elle ne broncha pas en le voyant. Toujours en vie, demanda-t-elle sans lever les yeux. Toujours consciente, répondit Cyrus en entrant, curieux. Nora se leva et s'essuya les mains. Ne devriez-vous pas être occupé à gérer un empire? Qu'est-ce qui vous amène dans un sous-sol comme celui-ci? Vous savez qui je suis? Je nettoie les sols. Je ne suis pas aveugle. Cyrus sourit. Alors laissez-moi vous poser la question franchement. Qui êtes-vous? Nora leva les yeux. Pour la première fois, Cyrus vit son regard clairement profond, posé, mais porteur de quelque chose de brisé depuis longtemps. J'étais quelqu'un d'autre. J'avais un vrai nom, des dossiers, une pièce d'identité, des photos, dit-elle. Puis un jour, tout a été effacé. Non pas parce que j'ai commis un crime, mais parce que j'ai dit la vérité dans un système fondé sur le mensonge. Cyrus plissa les yeux. Plus précisément. Ça ne te regarde pas. Tu m'as sauvé. Parce que j'ai vu que tu allais t'empoisonner. C'est tout. As-tu déjà travaillé dans la sécurité? Demanda Cyrus. Ton sens de l'observation, ta façon de parler, ne font pas penser à un concierge. Nora laissa échapper un léger rire. Tu serais surpris du nombre de personnes diplômées qui finissent par tout recommencer depuis le début. Alors, c'est vrai? Qu'est-ce que c'est? Tu as été rejeté par le système. Nora ne répondit pas. Elle s'approcha d'une étagère en plastique, en sortit une bouteille d'eau de Javel, puis se tourna vers lui. Les gens comme moi n'existent pas dans ton monde. Et si nous y existons, nous sommes des tâches qu'une organisation veut effacer. Je ne suis pas là pour la pitié. Je veux juste une vie tranquille. Mais tu n'étais pas silencieux ce jour-là parce que tu allais boire du poison. Et si je n'avais pas été PDG, et si j'étais juste un invité de passage? Nora posa la bouteille. Elle le regarda un long moment, puis dit,
j'aurais quand même parlé. Je ne classe pas les gens selon leur titre. Je les classe selon qu'ils méritent d'être sauvés. Et ce matin-là, tu semblais encore récupérable. Cyrus garda le silence. Il n'avait pas l'habitude d'être démasqué, surtout par quelqu'un qui ne demandait rien en retour d'une honnêteté aussi percutante. « Tu comptes partir ?» demanda-t-il. Nora haussa un sourcil. « Partir où ? » ? « De l'hôtel, de la ville. J'ai enquêté sur toi et d'autres pourraient faire de même. » Nora sourit. Ce n'était ni triste ni content, juste l'expression de quelqu'un qui avait vécu trop longtemps dans l'ignorance pour en avoir encore peur. « S'ils me trouvent, tant pis. Peut-être que cette fois, ils rateront leur cible. » Cyrus serait dit. « Tu as déjà été pris pour cible ? » Non. Nora pencha la tête. Mais j'ai failli ne pas survivre pour avoir dit la vérité. Le temps que Cyrus sorte de la salle de maintenance, Twilight était tombé. Il appela Daniel. Je veux savoir comment une femme sans casier judiciaire, sans identité, a su. Il y avait quelque chose dans mon verre. Que voulez-vous que je fasse ? Recommencer 5 ans en arrière. Examiner les poursuites judiciaires ou les enquêtes internes impliquant des lanceurs d'alerte, en particulier les femmes du secteur de la sécurité ou de la justice. Cela pourrait prendre du temps. J'ai le temps, répondit Cyrus, avant de marquer une pause. Et cette fois, je ne le fais pas pour l'entreprise. Je le fais pour un avertissement qui m'a sauvé sans rien demander en retour. Le Penthouse de Cyrus Bennett sur Park Avenue surplombe Central Park où les arbres de fin d'automne brillaient d'or. Mais il n'avait pas l'esprit fixé sur les gratte-ciel de Manhattan. Il était concentré sur la bague en diamant qu'Elise Monroe tenait devant lui. C'est un motif de débris personnalisé, réalisé spécialement pour l'annonce de nos fiançailles, dit-elle d'un ton doux. Mais ses yeux exprimaient cette pression familière, trop polie, trop stratégique. Elle était passée maître dans l'art de contrôler un récit. Nous devons faire l'annonce officielle jeudi prochain. Le magazine Modern Legacy avait déjà réservé la couverture. Cyrus s'appuya contre l'accoudoir du fauteuil, le regard froid. Je n'ai jamais accepté ça. Cyrus. Élise tendit la main vers sa main, son toucher doux comme de l'affection. Mais il savait qu'il n'en était rien. Elle ne l'avait jamais aimé. Annoncer les fiançailles restaurera la confiance du conseil d'administration, surtout après avoir refusé de réinvestir dans Juno Lab. Les gens se posent des questions. Le mariage est donc votre façon de faire taire les rumeurs. C'est ainsi que nous renforçons la marque. J'ai donné 6 ans à la présence médiatique de Bennett Global, Osiris. Je ne demande pas grand-chose. Reste juste à côté de moi. Il ne répondit pas. Élise retira sa main et sourit avec un calme parfait, le genre de sourire qui lui donnait la chair de poule. Ce n'était pas réel, comme tout le reste chez elle. Ce soir-là, Cyrus resta tard au bureau. Il ouvrit son ordinateur portable et accéda au système d'investissement interne de l'entreprise. Quelque chose d'étrange attira son attention. Une allocation de 12 millions de dollars avait été approuvée pour un fonds de partenariat créatif, avec sa signature numérique. Le problème, c'est qu'il ne l'avait jamais signée. Il zooma sur la signature électronique. C'était la sienne, mais en y regardant de plus près, il s'aperçut qu'elle avait été consultée depuis une adresse IP inconnue, une adresse IP liée au service des relations publiques de l'entreprise, où un bail était en vigueur. Cyrus commença à en suivre le déroulement. Au cours des 3 derniers mois, au moins 5 documents importants avaient été modifiés, tous relatifs à des investissements, des transferts ou au contrôle financier, et tous signés à son nom. Il resta assis en silence pendant des heures, son bureau inondé de documents imprimés sous la faible lumière. Quelque chose clochait profondément. Pas seulement un abus de pouvoir. C'était une opération calculée et délibérée. Une semaine plus tard, Élise entra dans le bureau de Cyrus vêtue d'une robe rouge vin, d'un maquillage impeccable et d'un sourire répété. Le shooting commence demain à 11 h au Albert, dit-elle. Ensuite, nous aurons une interview exclusive. J'ai déjà réservé un styliste pour vous. Ne vous inquiétez de rien. Cyrus ne dit rien. Il la regarda comme on admire une statue finement sculptée. Impeccable mais sans vie. Élise, dit-il lentement. Et si j'annulais demain ? Je sourirai et trouverai une autre solution, répondit-elle avec un clin d'œil. Tu me connais, je ne laisse jamais une porte fermée. Reste silencieux. Cette nuit-là, Cyrus convoqua Daniel chez lui.
Sur la table en chaîne se trouvaient des copies de tous les dossiers compromis. Daniel les feuilleta, le regard tendu. « Tu penses qu'Élise a falsifié ta signature ?» demanda-t-il. « Et ce n'est pas tout, elle manipule la structure de propriété subtilement, graduellement. Personne ne l'a remarqué. Elle prépare une OPA. »« Non, Daniel, » répondit Cyrus, le regard perçant comme une lame. « Elle prévoit de me remplacer, » se figea Daniel. « Et les fiançailles ? » « Une façade, » dit Cyrus doucement. « Si je suis accusé de malversation financière, les actionnaires se tourneront vers elle pour me remplacer sans problème. Si je me tais, elle sera reconnue comme mon associé et acquérera un pouvoir exécutif. » Le lendemain matin, Élise se tenait devant le miroir, ajustant sa coiffure. Cyrus l'observait de dos, silencieux. Il portait un costume gris clair, une chemise blanche, sans cravate. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, mais Élise ne le remarqua pas. Elle était trop habituée à tout contrôler, trop confiante que Cyrus Bennett n'était qu'un pion parmi d'autres. « Ça va ?» demanda-t-elle. Cyrus hocha la tête, simplement fatigué. « Après aujourd'hui, tout va changer. Nous serons le couple phare de New York. »« Nous ?» répéta Cyrus. « Ou juste toi ?» Élise rit doucement, sans rien dire. La séance photo n'eut jamais lieu. Quelques instants avant l'annonce des fiançailles, Cyrus disparut du Halbir, laissant Élise seule avec l'équipe de production. Quelques heures plus tard, Élise reçut un appel de Daniel. « Mademoiselle Monroe, le cabinet juridique a requis votre présence au 42e étage pour clarifier plusieurs documents relatifs aux signatures numériques. Votre avocat personnel a été contacté. » Il était assis dans un café tranquille de Brooklyn, un expresso devant lui et un épais dossier intitulé « Affaire Reyes-Nora », enquête interne menée il y a 5 ans. Sujet d'une tentative de silence. En bas de la liste figurait une liste des personnes impliquées dans son expulsion du secteur. Un nom ressortait, un membre du conseil d'administration de Bennett Global. De la tentative d'empoisonnement à l'effacement des dossiers de Nora, en passant par la prise de pouvoir discrète d'Ellie, rien de tout cela n'était fortuit. Ce n'étaient plus des pièces éparses. C'était une toile dont Cyrus était au centre depuis bien plus longtemps que jamais. Le lendemain, Cyrus apparut sans prévenir dans le hall de l'hôtel Alir. Il était habillé plus décontracté que d'habitude, blazer déboutonné, chaussures en cuir marron souple, et sa cravate était lâchement nouée sur l'épaule, comme s'il sortait d'une longue réunion. Il passa devant la réception sans s'arrêter, empruntant un couloir latéral où se trouvaient les locaux techniques, les panneaux électriques et les murs gris. Un endroit que les riches remarquaient rarement, et encore moins où ils entraient. Au bout du couloir, il la vit, Nora Reyes. Elle époussetait une étagère en inox près du placard à matériel, toujours dans son uniforme délavé, les cheveux attachés, le dos légèrement voûté, cette posture familière de ceux qui nettoient en silence. « Bonjour », dit Cyrus en s'arrêtant à quelques pas, « perdu ton portefeuille ?» Nora ne se retourna pas. « Ou alors tu cherches juste tes souvenirs. »« Non, je passais juste par là. » Il esquissa un léger sourire. « Coïncidence ? » ?»« Exact. Comme si le jus d'orange était une coïncidence. » Il ne répondit pas. Elle ne le regarda pas non plus. Mais quelques secondes plus tard, Nora et il se retournèrent. Leurs regards se croisèrent, sans hostilité, ni même curiosité. On aurait dit qu'ils se connaissaient depuis un lieu inconnu où la confiance n'était pas donnée librement, et où le silence avait plus de poids que les mots. « Tu n'as pas l'air du genre à te perdre, » dit Nora. « Je ne suis pas perdu. J'avais juste besoin d'air. » Cyrus s'approcha un peu. « Je voulais parler. » On avait déjà parlé. Pas assez. Nora croisa les bras. De quoi? De ceux qui en savent trop et qui vivent comme s'ils ne savaient rien. Il dit, tu fais partie de cette catégorie, n'est-ce pas? Nora ne nia pas. Mais quelque chose brilla dans ses yeux, comme s'il avait touché une part d'elle-même qu'elle gardait enfouie. Et toi, rétorqua-t-elle. Es-tu du genre à faire confiance trop vite ou du genre à tout contrôler jusqu'à se piéger? Cyrus laissa échapper un soupir étrangement honnête. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Puis j'ai essayé de tout contrôler, et finalement, personne n'est resté. Nora l'observa un long moment. Je ne fais pas confiance facilement, dit-il. Bien, acquiesça-t-elle. Je ne le suis pas, quelqu'un en qui on pouvait facilement avoir confiance. Le silence s'installa. Seul le faible bourdonnement d'un vide lointain et le scintillement des néons remplissaient le couloir.
Dans cet espace clos, ils se tenaient comme des étrangers, mais un lien invisible les unissait. Non pas par leur statut, mais par des cicatrices qui n'avaient pas cicatrisé. « Quelqu'un t'a effacé du monde, n'est-ce pas ?» demanda Cyrus doucement. Nora leva les yeux. « Oui, mais j'ai choisi de ne pas revenir. » « Pourquoi ? » « Parce que revenir signifiait se soumettre au même système qui m'avait détruite. J'ai choisi de rester à l'écart et de rester discret. »« Mais tu n'es pas resté discret ce jour-là, dit-il. Tu m'as sauvé. »« Je ne t'ai pas sauvé. » Nora secoua la tête. « J'ai empêché quelqu'un de mourir pour avoir fait confiance à la mauvaise personne. J'ai déjà vu ça arriver. »« À qui ?» Ses lèvres se pincèrent, ses yeux s'assombrirent, sa voix baissa. « À un ancien associé. Il est mort après avoir découvert de faux dossiers dans une affaire financière. J'ai parlé, mais ils m'ont traité d'instable. Ils m'ont suspendu. Et lui, il est mort dans un accident de voiture. Pas de caméra, pas de témoin. » Cyrus se figea. Non pas à cause de l'histoire, mais parce qu'elle collait parfaitement. Comme une pièce manquante du puzzle qui se met en place. Quelqu'un de l'intérieur. Signature falsifiée, autorité manipulée, vérité dissimulée enveloppée de mensonges raffinés. Et cette fois, la prochaine cible pourrait être lui. « Pour qui enquêtiez-vous avant ?» demanda-t-il. « Peu importe, » dit Nora en évitant son regard. « Je n'enquête plus. Je nettoie. Moins de sang impliqué. Mais tu continues à observer parce que je ne peux pas m'arrêter. » Cyrus il posa sa main sur le bord de l'étagère métallique. « Quelqu'un manipule mon système, signe des documents sous mon nom. Je dois découvrir qui est le coupable. » Nora le regarda longuement, hésitant entre se lancer dans une nouvelle bataille ou s'en aller comme toutes les fois précédentes. Puis elle demanda, « Êtes-vous vraiment prêt à faire confiance à quelqu'un sans antécédent, sans diplôme, sans titre ?»« Je n'ai pas besoin de diplôme, » répondit Cyrus en la regardant fixement. « J'ai besoin de quelqu'un d'assez sain d'esprit pour distinguer le vrai du faux. » Quelques jours plus tard, dans un petit café près de l'hôtel, ils s'assirent à une table cachée dans un coin. Nora tendit à Cyrus un croquis à la main représentant le réseau interne du bureau de relations publiques de Bennett Global. Les équipements internes n'enregistrent pas les adresses IP, sauf si un appareil externe se connecte, expliqua-t-elle. Si vous avez les journaux d'accès du bâtiment, je peux identifier la machine utilisée pour accéder à votre système de signature numérique. Vous êtes sûr de pouvoir faire ça ? Nora but une gorgée de thé. Si je me souviens encore lire. Horodatage et chemin de routage, alors oui. Tu ne vas pas me demander ce que je te donne en échange. Je ne veux pas d'argent. Alors que veux-tu ? Elle le regarda et, pour la première fois, son regard s'adoucit. Je ne veux pas que la vérité soit enterrée à nouveau. Même si cette fois, c'est moi qu'elle enterre. Le Penthouse était étrangement silencieux. Une douce lumière jaune peignait le parquet comme une fine couche de vernis. Assez calme pour que chaque tic-tac de l'horloge soit audible. Cyrus Bennett était assis sur le canapé, tenant un étrange téléphone qu'il venait de découvrir caché dans un tiroir derrière un tableau dans la chambre d'Alisa. Pas de code. L'empreinte digitale le déverrouilla instantanément. Cela ne fit qu'accroître les soupçons de Cyrus. Élise ne laissait jamais rien sans sécurité. Il l'alluma. L'interface était simple. Pas d'application de réseaux sociaux. Mais dans un dossier caché nommé « Journaux de fitness », se trouvaient des fichiers qui n'avaient rien à voir avec l'exercice. Des enregistrements audio, des images de documents financiers et un dossier intitulé « Phase 3 Takeover ». Cyrus ouvrit le premier enregistrement. La voix d'Elisa résonna d'une clarté cristalline. Il ne se doute de rien. Il suffit de laisser la vitre près de son ordinateur portable. Daniel ne la vérifiera pas. Un rire masculin sourd s'ensuivit. Une voix que Cyrus reconnut vaguement, celle d'Arlon Wexley, membre du conseil d'administration. Tant qu'il est absent quelques heures, nous aurons le temps de signer les transferts. À son réveil, ce sera fait. J'annoncerai les fiançailles après. Les médias s'occuperont du reste. Un milliardaire perd connaissance pendant quelques heures lors d'un événement public, et son fidèle fiancé prend les choses en main. Personne ne remettra les choses en question. Cyrus resta figé. Son cœur battait fort, mais ses yeux restaient glacials. Ils avaient prévu de le droguer. Ils savaient exactement quand il arriverait, quel verre il prendrait,
comment il réagirait sous le regard des médias et comment Elise gagnerait la sympathie du public s'il était jugé trop stressé. Il passa le deuxième enregistrement. Les actions de Cyrus seront restructurées sous autorité exécutive temporaire. Le conseil d'administration a le droit de vote s'il est absent pour raison de santé. La clause a été modifiée le trimestre dernier. Il l'a signée sans la lire. La voix d'Elisa résonna à nouveau. Cyrus serra le téléphone dans sa main. Il avait lui-même signé le piège. Le lendemain matin, dans un petit café du Bronx, Cyrus posa le téléphone sur la table devant Nora. Elle le regarda, ne lui demanda pas pourquoi il l'avait, se contenta de demander « Que veux-tu que je fasse ?» Extraire tout, sauvegarder, crypter et être prête à le libérer si nécessaire. Je veux le garder comme une bombe, et c'est moi qui tiens la gâchette. Nora hocha la tête, sortant un vieil ordinateur portable de son sac en toile, ses doigts parcourant le clavier, les yeux fixes. Enregistrement haute qualité, voix filtrée, traité avec un logiciel autrefois réservé aux enquêtes fédérales. Elise y avait accès, elle ne travaille donc pas seule. Cyrus s'assit en face d'elle, les mains jointes. Et la voix de l'homme? Nora lança un programme de comparaison vocale. Au bout de quelques secondes, l'écran afficha une forme d'onde et le résultat de la comparaison. Elle lui jeta un coup d'œil. Arlon Vexley Gusupsil Maté. Cyrus acquiesça légèrement. Je me suis dit, poursuivit Nora en faisant défiler la page jusqu'au message stocké dans le cache temporaire. Un bail. J'ai le projet de modification du règlement des actionnaires. Une fois qu'il sera jugé inapte à diriger, je proposerai une restructuration. Arlon. Parfait. Ensuite, nous licencierons Bennett de sa propre entreprise. Le silence s'installa. Nora leva les yeux vers Cyrus. Ça va? Non, répondit-il honnêtement. Mais au moins, maintenant, je sais que je ne suis pas folle. Que vas-tu faire? Rester silencieuse jusqu'au moment opportun. Ce soir-là, de retour au siège mondial de Bennett, Cyrus fit semblant d'assister à une réunion stratégique avec l'équipe d'investissement. Elise arriva en retard, souriante comme à son habitude, faisant comme si de rien n'était. Il la regarda, voyant soudain quelqu'un d'inconnu, non pas parce qu'elle avait changé, mais parce qu'il pouvait maintenant voir ce qui se cachait sous ses yeux. Alors qu'ils montaient ensemble dans l'ascenseur, Elise se retourna et sourit. Merci de ne pas avoir manqué la réunion. Je croyais que tu étais encore en colère à cause de la séance photo. C'est bon, répondit Cyrus. J'avais juste besoin de temps pour comprendre à qui je pouvais vraiment faire confiance. Elise cligna des yeux et pencha la tête. Et tu as compris? Cyrus eut un léger sourire. J'y travaille encore, mais je vais mieux. Tard ce soir-là, Cyrus se tenait seul sur le balcon du 42e étage. Le vent lui fouettait le visage, mais il ne frissonnait pas. Elise lui avait autrefois semblé le choix logique. Intelligente, stratégique, experte en médias. Il pensait que c'était suffisant pour appeler quelqu'un sa compagne de vie. Il avait eu tort. Elle ne l'avait jamais aimé. Elle aimait ce qu'il pouvait lui donner, statut, pouvoir, influence. Et quand l'amour ne l'a pas menée là-bas, elle a choisi de s'en emparer de force. De retour au café, Nora lui tendit une petite clé USB. La copie de sauvegarde comprend des fichiers audio, des images, des journaux IP et des preuves à l'appui. Merci. Inutile de me remercier. Je l'ai fait pour la vérité et pour ceux qui ont été ruinés pour avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Alors, puis-je te faire confiance maintenant? Demanda Cyrus. Nora le regarda un long moment. Numéro, mais au moins je ne mets pas de poison dans le jus d'orange. Le bar de la 38e Ouest était sombre. Et calme, juste assez sombre pour que personne ne remarque personne. Nora venait rarement dans ce genre d'endroit. Elle n'était pas là pour les boissons ou l'ambiance. Elle était là parce que quelqu'un avait laissé un mot dans son tiroir à produits de nettoyage à l'hôtel Albert. Juste une ligne. Encore en vie. Reyes. Pas de nom complet, pas de numéro de téléphone, juste un message défilant d'une écriture grossière qui lui avait fait froid dans le dos tout l'après-midi. Car une seule personne l'avait jamais appelé ainsi. Case Matson, un ancien collègue du bureau des affaires internes de Manhattan est le seul à connaître toute l'histoire d'il y a 5 ans. Quand Nora entra dans le bar, il était déjà là, chemise froissée, whisky bon marché à la main, le regard fatigué, mais la reconnaissant instantanément. Tu respires encore. C'est bien, dit Case avec un sourire en coin.
Nora ne s'assit pas tout de suite. Elle le regarda simplement comme si elle avait besoin de confirmer qu'il n'était pas un fantôme. Que veux-tu? Je ne cherche rien. Je viens de voir votre nom sur la liste des employés externalisés de Alir. J'ai encore quelqu'un dans le système. Case but une gorgée. Je me doutais que vous aviez quitté le continent à présent. Nora s'assit finalement en face de lui, gardant ses distances. Sa voix était basse. Froide. Cela aurait dû rester enfoui. Votre vérité enfouie est la raison pour laquelle des gens meurent encore. Reyes. Case s'appuya sur la table, le regard perçant maintenant. Je ne suis pas là pour vous faire chanter. Je suis là pour vous rappeler que celui qui a ruiné votre vie respire encore, lui aussi. Et à en juger par les apparences, ils sont impliqués dans quelque chose de plus grave. Il y a 5 ans, Nora Reyes était enquêtrice interne. Intelligente, acharnée, inébranlable, une femme insensible aux pots de vin et aux flatteries de son bureau. C'est pourquoi elle fut la première à découvrir des documents liés à une affaire d'abus lors d'une enquête pour faute professionnelle. La victime, une nouvelle employée de 24 ans, l'accusé, le sénateur Aldridge, étoile montante du parti, étroitement liée à d'importants bailleurs de fonds. L'une d'elles, Bennett Global. Nora a trouvé des images de surveillance interne, une plainte originale non déposée et des courriels de menaces envoyés par la sécurité à la lanceuse d'alerte. Tu sais quelle a été ta plus grosse erreur? Demanda Case, les yeux fixés sur elle, sans se taire. Nombre de personnes croyant que le système protégerait ceux qui disent la vérité. Nora soupira, les yeux plongés dans son verre d'eau glacée. Ils m'ont piégé, monté des images, accusé de falsification de preuves. Une semaine plus tard, j'étais suspendu. 2 semaines plus tard, quelqu'un a tenté de faire tomber ma voiture du pont de Brooklyn. Et tu as disparu, dit Case. J'ai été réaffecté aux affaires de circulation, passant d'enquêteur à agent des contraventions. Cyrus arriva juste à ce moment-là. Il entra dans le bar comme une rafale de vent glacial, le regard dur comme l'acier, en apercevant Nora et Case à la table. Il ne dit rien, se contenta de rester là, comme pour évaluer qui était cet homme et pourquoi les doigts de Nora tremblaient légèrement contre son verre. Nora le vit. Son regard se figea. Case se retourna, remarqua Cyrus et émit un léger sifflement. Oh, ce type me dit quelque chose. Bennett, n'est-ce pas? Cyrus Bennett, répondit Cyrus en s'approchant d'une voix rauque. Et vous êtes Case, la dernière personne à avoir vu Nora Reyes repartir avec le dossier Aldridge. Cyrus regarda Nora. Pour la première fois, il vit de la honte en elle, non pas de culpabilité, mais d'avoir survécu à quelque chose dont personne ne la laissait jamais parler. Il est toujours là, dit Case, la voix retombante. Aldridge, désormais conseiller principal du Fonds pour les énergies renouvelables de Bennett Global. Cyrus s'aurait dit. Quoi? Vous m'avez entendu. Et il était un donateur de campagne d'Elise Monroe. Ça vous rappelle quelque chose? Nora resta figée. Elle ne dit rien, fixant simplement la table, son reflet déformé par le grain du bois brut. Il s'était mis à pleuvoir dehors. Cyrus quitta le bar le premier sans un mot. Nora le suivit de quelques pas, puis finit par la rattraper. Sur le trottoir, sous la lumière jaune brumeuse du lampadaire, il se tourna vers elle. Tu as failli mourir pour avoir dit la vérité. Oui, répondit Nora. Et c'est comme ça que j'ai appris quelque chose. La vérité ne sauve pas toujours. Parfois, elle tue celui qui la détient en premier. Mais tu m'as quand même sauvé ce jour-là. Parce que tu n'es pas Aldridge, dit-elle doucement. Tu sais encore douter. Il se tenait sous la pluie. Pas de parapluie, pas de mouvement. Mais pour la première fois, Cyrus ne regardait pas Nora comme un mystère. Il la voyait comme une survivante, une guerrière avec des cicatrices non pas sur la peau, mais en confiance, suivant toujours l'histoire. Si cette histoire vous a trouvé en dehors des histoires d'âme, nous vous invitons chez nous, là où chaque histoire touchante commence par la vérité, l'espoir et le cœur. Le Albert Hotel, Grand Saphir Ballroom, lieu emblématique autrefois connu pour ses somptueuses ventes aux enchères caritatives et ses mariages à plusieurs millions de dollars, était désormais méticuleusement mis en scène pour l'événement le plus attendu du monde de l'investissement, l'annonce des fiançailles de Cyrus Bennett et Elise Monroe. Les médias se sont alignés à l'entrée dès le début. Les flashs des appareils photo ont brillé sans interruption tandis que les invités défilaient sur le tapis rouge. PDG, investisseurs, conseillers politiques et célébrités.
Tout le monde attendait le moment précieux, une demande en mariage parfaitement orchestrée, le conte de fées de l'élite. Mais Cyrus Bennett n'était pas venu raconter un conte de fées. Dans la salle de bal, Elise Monroe se tenait radieuse dans une robe du soir émeraude au décolleté carré qui encadrait ses épaules nues. Son maquillage était impeccable, celui d'une déesse. Elle souriait gracieusement tandis que les caméras la filmaient, la main serrant fermement l'écrin de sa bague. Mais cette bague ne serait pas ouverte ce soir-là. À 19h précises, le maître de cérémonie monta sur scène. Mesdames et messieurs, ce soir, nous sommes réunis non seulement pour célébrer l'union de deux des figures les plus puissantes de la finance, mais aussi pour témoigner de la promesse que l'amour et la confiance seront les fondements de l'avenir de Bennett Global. Les applaudissements fusèrent. Elise s'avança, rayonnante, saluant d'un geste de la main assurée. Quelques instants plus tard, Cyrus entra, vêtu d'un smoking noir classique, d'une cravate noire fine, le visage impassible. Il se dirigea vers le podium et prit le micro, un petit signe de tête à Elise. Elle l'a retourné avec des yeux en attente, mais il ne s'est pas agenouillé. Il n'a pas ouvert la boîte. Au lieu de cela, il a tiré un petit entraînement USB de sa poche intérieure. Avant de partager nos bonnes nouvelles, a déclaré Cyrus, voix basse et stable, je veux jouer un court enregistrement. Pour s'assurer que tout le monde ici sait exactement qui j'étais sur le point de me marier. La pièce se tait. Elise se figea. Son sourire est resté, mais ses yeux clignotaient fort. Lumière baissée. L'écran LED géant s'est éclairé derrière eux. L'audio a commencé à jouer. Il ne soupçonne rien. Laissez simplement le verre près de son ordinateur portable. Daniel ne vérifiera pas. Tant qu'il est sorti pendant quelques heures, nous aurons le temps de signer le transfert. Je vais annoncer l'engagement après. Une femme prenant en charge lorsque son fiancé perd le contrôle. Tout le monde le croira. La voix Elise Monroe. Une vague de chuchotements, de gaz et de silence stupéfait a traversé la pièce. Une fois sorti, je proposerai la restructuration des actionnaires. Le contrôle me changera. Mon nom fera la une des journaux non pas pour la beauté, mais pour la vision. Cyrus a mis le micro de côté et s'est dirigé vers Elise. Il ne l'a pas regardée avec haine, mais avec la dévastation silencieuse de quelqu'un obligé de regarder directement la trahison la plus profonde de sa vie et de choisir de se tenir debout. Elise Monroe, a-t-il dit calmement, vous n'avez pas besoin de me proposer parce que je n'épouserai pas quelqu'un qui a essayé de m'empoisonner, à forger ma signature et à manipuler l'entreprise que mes parents ont construite. Cyrus. La voix d'Elisa a secoué. Que faites-vous? L'équipe légale a été dirigée. L'authenticité de l'enregistrement, a déclaré Cyber, se tiendra dans les coulisses. La vérité ose. Élise a été menottée. Trahi, mais un perdant amer. Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de détruire, Cyrus. Non, dit-il tranquillement. Je sais exactement ce que je viens d'enregistrer. La salle de bal est restée morte silencieuse. Cyrus est retourné sur le podium, regardant les visages qui ont autrefois salué Élise, douté de lui et célébré ce spectacle comme s'il s'agissait de la romance de l'année. Mon engagement est annulé, a-t-il déclaré. Mais mon intégrité ne l'est pas. Et cette entreprise, bien que brièvement détournée, se tiendra parce que je choisis la vérité, pas de jolies robes de discours poétiques. Les médias ont explosé. Le titre a éclaté cette nuit-là. Le PDG Bennett annule l'engagement. Expose l'intrigue interne en direct. Le fiancé sur scène arrêté sur place. Les stocks fluctuaient sauvagement. Les investisseurs se sont divisés en factions, mais les astucieux savaient que Cyrus Bennett n'avait pas perdu le contrôle. Il venait de le reprendre. Cette nuit-là, Cyrus est rentré chez lui tard. Il n'a pas allumé les lumières. Le Penthouse était sombre et vide. Pas de fleurs de mariage, pas de champagne, pas de musique destinée à une cérémonie éblouissante. Lui se tenait silencieusement à la fenêtre, fixant les lumières de la ville. Une main tenait un verre de vin. L'autre a composé un numéro. La ligne a repris. Bonjour. La voix de Nora, douce mais claire. Merci, dit Cyrus, pour m'avoir rappelé que les projecteurs appartiennent à ceux qui ne craignent pas l'obscurité. La vérité avait été révélée, mais elle est venue au prix de l'effondrement complet de ce qui n'était plus seulement un PDG qui dirigeait une entreprise. C'était un homme qui se tenait devant des centaines et a prononcé à haute voix les mots que chaque milliardaire craint. J'ai été trahi, mais je ne garderai pas le silence.
Et celui qui a rendu cela possible n'était pas un avocat, n'était pas un membre du conseil d'administration, mais une femme qui tient une vadrouille. Une semaine après la cérémonie de fiançailles annulée, les bureaux de Bennett Global étaient encore loin d'être réglés. La nouvelle de l'arrestation d'Elise Monroe a continué de dominer les gros titres et la tendance sur les réseaux sociaux. La critique, le soutien et même les menaces ont versé vers Cyrus Bennett de tous les côtés. Mais pour Cyrus, toutes ces voix n'étaient rien de plus que des échos lointains. Ce qu'il ne pouvait pas ignorer était le silence. Nora Reyes était partie. Pas d'adieu, pas d'avertissement, pas de téléphone, pas de courriel, pas d'adresse de transfert. Elle n'était tout simplement plus à l'hôtel Albert. Il l'a découvert un matin quand il est retourné au sol de service portant un sac de café et 2 croissants, ce qu'il ne s'était jamais imaginé faire pour quiconque il y a une semaine. Linda, le chef de l'entretien ménager, a secoué la tête quand elle l'a vu. Cette fille, elle a arrêté. Aucune raison donnée. Je viens de laisser une enveloppe dans son casier. Son nom a été écrit sur l'enveloppe. Cyrus, manuscrit en lettres soignées et fermes. Il se tenait dans la petite salle de pause, ouvrit la lettre. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier ordinaire. Pas de parfum, pas de marque, juste quelques lignes courtes. Je n'appartiens pas à votre monde, mais j'espère que vous vivrez honnêtement sans avoir besoin de personne pour polir votre image. Vous avez survécu à un programme. Vous pouvez maintenant commencer par votre chemin. Merci de me faire confiance même un peu. La main du Nord de Cyrus serrée. Le papier était léger, mais comme il l'a plié et le glissa dans sa poche, sa poitrine était incroyablement lourde. Il était habitué aux gens qui allaient et venaient. Dans son monde, chaque relation avait des termes, des contrats, des conditions, des gains. Mais Nora était différent. Elle n'a rien demandé, n'a laissé aucun nombre et n'a maintenant laissé aucune trace. Cet après-midi-là, Cyrus est entré dans la salle de conférence exécutive où l'équipe de direction se disputait qui devrait remplacer Elise dans les opérations des médias. Il n'a rien dit, se tenait silencieusement pendant un moment, puis se tourna et sortit. La pièce s'est calme dans son sillage. Pour lui, les choses qui semblaient autrefois importantes étaient maintenant étrangement creux. Ce soir-là, il est retourné dans son appartement. Luxe partout. Rien de manque sauf la présence. Aucune femme se brossant les cheveux près du miroir. Pas de regard vif qui défie chaque mot. Aucune voix silencieuse chuchotant des pensées qui le laissaient stupéfait. Seul le jazz doux a joué des haut-parleurs. Une bouteille de vin n'était pas ouverte sur la table. Cyrus s'assit, fixant un verre en cristal. Je n'appartiens pas à votre monde. Non, Nora. Vous étiez la pièce que mon monde manquait. Le lendemain, Daniel arrivait. Nous n'avons pas pu la trouver, a-t-il dit, remettant un fichier mince. Pas de billet d'avion, pas de réservation de train, mais une caméra dans une gare routière de North Manhattan a attrapé quelqu'un qui lui ressemblait. Elle marchait, sac à dos, manteau sombre, se dirigeant vers la banlieue. GPS ? Demanda Cyrus. Numéro, mais j'ai l'impression qu'elle ne voulait pas être trouvée. Cyrus fit un léger sourire. Ensuite, vous vous trompez. Elle ne voulait pas être suivie, mais elle voulait être comprise. Ce n'est pas la même chose. 3 jours après que Nora avait disparu, Cyrus est retourné dans la salle d'assistance du Albir, la même pièce où elle lui a dit pour la première fois de ne pas boire le jus d'orange. Il ne voulait pas avoir fait de la première fois, il ne voulait pas avoir fait de la première fois. Il voulait juste demander, pourquoi êtes-vous parti ? Au moment où j'ai commencé à vous avoir besoin. Pendant ce temps, dans une petite ville côtière du nord de New York, Nora a marché le long d'un tronçon de sable tranquille. Ses cheveux soufflaient dans le vent, les yeux éloignés. Dans sa main, elle tenait un cahier usé. À l'intérieur, elle a écrit « Je pensais que lorsque la vérité est sortie, je me sentirais libre. Mais je ne le fais pas. Je me sens juste vide. Il s'avère que je n'ai jamais eu peur d'être enterré. J'avais peur qu'il ne reste nulle part où retourner. Mais peut-être que je vais peut-être construire un endroit à moi, un seul morceau à la fois. » La réunion du conseil d'administration du lundi matin à Bennett Global s'est déroulée dans un silence inhabituel. Cyrus Bennett, une fois qu'un homme qui a participé à des réunions comme un général sur le champ de bataille, intouchable, inébranlable, portait une simple chemise grise, une cravate détenue, ses yeux sensiblement plus doux qu'auparavant. Alors que les membres du conseil d'administration s'installent, M. Jérôme, président du comité exécutif, a pris la parole.
Nous sommes ici pour voter sur le renouvellement du PDG pour le trimestre à venir. Monsieur Bennett, souhaitez-vous faire une déclaration avant de continuer? Cyrus se tenait. Pas de papier, pas de discours scénarisé, juste un regard régulier et une voix calme et résolue. Je refuse de renommer. La pièce tremblait dans un silence stupéfait. Bennett Global n'a pas besoin de moi pour survivre, a-t-il poursuivi. Mais je dois m'éloigner pour vivre honnêtement. Une semaine plus tard, Cyrus a roulé le long de la côte nord de New York, passé de villes tranquilles, jamais marquées sur une carte d'investissement. Le vent de l'océan portait l'odeur de sel et de séchage du varech, ralentissant tout, l'adoucissant. Dans une ancienne station-service en bordure de route, il a interrogé aux commerçants un nouveau centre communautaire, où une femme nommée Nora aurait travaillé. Elle aide les femmes battues à trouver un abri, a répondu l'homme. Chaque matin, elle marche avec les enfants le long de la plage qui ramasse les ordures. Puis elle cuisine pour les anciens. Elle n'est pas d'ici, mais tout le monde la respecte. Cyrus hocha la tête. J'ai besoin de la voir. Ne sera pas facile, dit l'homme en versant du café. Elle ne voit que ceux qui ont besoin d'aide, pas ceux qui ont fait du mal. Cet après-midi-là, il a trouvé l'endroit, une maison en bois blanc à 2 étages avec un panneau délavé suspendu au-dessus de la porte. Hollow Harbor Haven, où personne n'est laissé pour compte. Il n'est pas entré tout de suite, s'est assis dans la voiture, regardant à travers une fenêtre à l'étage à demi-open où quelques minuscules pots d'orchidées reposaient sur le seuil. Puis il l'a vue, Nora Reyes, portant un cardigan Greywill, les cheveux attachés, souriant doucement alors qu'elle se penchait pour attacher la lacette d'une petite fille. Elle se tenait à nouveau, regardant vers la mer. Pas de maquillage, pas de projecteur. Mais Cyrus savait que c'était la première fois qu'il la voyait vraiment vivre. Ce soir-là, il est entré à l'intérieur. La porte était ouverte, mais personne n'a tenu un bureau. Il n'y avait pas de réceptionniste, seulement l'odeur de la soupe chaude, du pain grillé et le bruit des femmes qui rient au-dessus d'un jeu de cartes. Des femmes qui portaient autrefois des ecchymoses jouant maintenant librement. Il s'est arrêté pendant un certain temps. Puis Nora est apparue au bout du couloir. Elle s'est arrêtée quand elle l'a vue. Pas de sourire, pas de surprise. Comme si elle savait déjà qu'il viendrait. « Que cherchez-vous ici ?» demanda-t-elle, la voix calme. « Pas de puissance, » a répondu Cyrus. « Pas d'équité. » Alors quoi? Il était silencieux. Après un moment, il a dit, « Pour quelqu'un qui m'a sauvé une fois et qui je n'ai jamais pu dire que je n'avais jamais fait confiance à personne jusqu'à elle. » Nora n'a rien dit. Elle se tourna, faisant signe à lui de suivre. Il se dirigeait vers la plage derrière le centre où le clair de lune s'étendait sur le sable humide. « Vous avez quitté l'entreprise ?» elle a demandé. « Oui, pour moi. Pour une chance de vivre honnêtement, comme tu me l'as dit. » Nora laissa échapper un rire doux, pas sarcastique, mais le rire de quelqu'un qui a cessé d'espérer et a maintenant dû réapprendre comment croire. « Tu sais, dit-elle lentement. Pendant des années, je me suis dit que si quelqu'un avait besoin de moi, je vais aider. Mais je n'ai besoin de personne. Et maintenant, elle le regarda pendant longtemps. Maintenant, je pense que je peux peut-être choisir quelqu'un. Pas parce qu'ils ne m'ont sauvé, mais parce que je veux croire en eux. La brise a balayé le sable. Cyrus a déménagé dans une petite cabine près du centre. Pas de chef formé, juste des mains tranquilles et le son de eau courante chaque soir. Alors que la journée s'est déroulée et qu'un humble dîner était disposé sur la longue table en bois dans la salle à manger, Cyrus Bennett, une fois que le PDG de l'une des sociétés les plus puissantes d'Amérique, se tenait maintenant à l'évier, les manches enroulées, tablier attaché autour de sa taille, frottant soigneusement chaque assiette sous l'eau tiède. Il n'a pas beaucoup parlé, n'a rien demandé. Chaque matin, il a nettoyé les chambres. Chaque soir, il a essuyé des tables. La nuit, il s'est assis tranquillement dans un coin en lisant des histoires à des enfants qui s'étaient réveillés des cauchemars. Personne n'a demandé d'où il venait. Personne n'a mentionné son nom sur les gros titres. Ici, tout le monde avait un vrai nom, et il avait déjà été appelé à tort. Nora le laissa rester, mais pas trop près. Elle n'était pas froide, mais il y avait encore une distance entre eux, comme si un mince volet de verre restait, fragile et pourtant ininterrompu. Elle l'a vu nettoyer les sols tous les matins. L'a entendu réviser le plan de don du sang, savait qu'il avait discrètement payé la facture d'électricité du mois dernier sous le nom d'un fonds anonyme. Mais elle ne l'a pas laissé entrer. Pas parce qu'elle n'était pas émue, parce qu'elle avait peur de perdre à nouveau.
Une nuit, la pluie a coulé dur. L'ensemble du centre a perdu la puissance. Nora a conduit les enfants dans la salle commune avec des bougies d'éclairage des lampes de poche. Cyrus est allé réparer les disjoncteurs. Lorsque les lumières sont revenues, un cri a sonné en bas. Lana, une femme une fois battue par son mari, avait vu son visage sur une annonce de campagne pour le maire. Elle s'est effondrée, tremblant. Cyrus ne s'est pas approché. Il se recula, laissant Nora aller d'abord vers elle. Ce n'est qu'après avoir calmé la femme qu'il a intervenu tranquillement, remettant une serviette chaude et efface la photo de la table. Quand la pièce était encore à nouveau, Nora se tourna vers lui. Son visage était fatigué, mais ses yeux étaient plus profonds, plus stables que jamais. « Vous n'avez jamais demandé pourquoi nous avons peur, dit-elle tranquillement. « Je n'en ai pas besoin, a répondu Cyrus. J'ai seulement besoin de savoir où vous voulez que je me tiens et quand prendre du recul. » Quelques jours plus tard, ils ont visité le terrain vide derrière le centre où Nora espérait construire une petite salle de classe. Il faisait froid, les chaussures bouses moulues, Cyrus était recouverte de saleté humide, ses pantalons trempés à l'ourlet. Il ne s'est pas plaint. Il a été accroupi en mesurant les lignes de propriété lorsque Nora a finalement parlé. Je pensais que si j'étais assez fort, je n'aurais besoin de personne pour me sauver. Il leva les yeux, attendant, mais parfois ce dont nous avons le plus besoin n'est pas quelqu'un pour nous sauver. C'est quelqu'un de assez patient pour se tenir à côté de nous pendant que nous rompons nous-mêmes. Il acquiesça lentement. Je ne suis pas venu te sauver, Nora, dit-il doucement. Je suis venu demander pardon si vous le souhaitez. Silence, seules les vagues au loin et le vent secouant l'ancien toit en état à proximité. Nora le regarda. Ses yeux se sont éclatés, mais les larmes ne sont pas tombées. Ce n'était pas une faiblesse. C'était le genre d'émotion que ceux qui ont enduré trop longtemps quand ils réalisent peut-être, juste peut-être, ils sont enfin vus. Tu sais, dit-elle, vois, je pensais, si je suis mort sur le pont de Brooklyn cette année-là, cela aurait pu être plus facile. La main de Cyrus se serra légèrement. Mais le matin après à l'hôpital, j'ai trouvé qu'une infirmière m'avait laissé une petite note. Une seule phrase. La vie ne commence pas lorsque vous pardonnez les autres. Cela commence lorsque vous vous pardonnez bien. Cabine. On pourrait encore me faire du mal. Il se tourna pour la regarder. Et cette fois, il n'y avait pas de mur entre eux. Vous n'avez pas à me faire pleinement confiance, a-t-il dit. Juste assez pour me donner une place. Pas dans votre vie. Juste à l'époque où vous avez l'impression de n'appartenir nulle part. Nora a placé sa main sur la sienne. Pas ferme, pas absolue, mais assez pour qu'il sache qu'elle ne se tenait plus seule. L'hiver est arrivé tôt dans le port creux. Le matin, un mince film de gel s'était déjà glissé sur les fenêtres du centime. Dans la salle d'activité, quelques enfants sont restés enroulés sous des couvertures, tandis que Nora préparait tranquillement le café, son mouvement stable, sans hâte, silencieux. Mais à l'intérieur, elle était tout sauf calme. Sur la table était assise une épaisse enveloppe de New York, scellée avec le cachet d'un cabinet judiciaire indépendant, imprimé clairement à travers le dossier interne avant, Nora Reyes, pétition pour restauration d'honneur. Tout avait commencé avec un détail enterré dans le téléphone d'Elise. Lors de l'extraction de données pour exposer l'intrigue pour prendre le contrôle de Bennett Global, Nora et Cyrus étaient tombés sur un ancien email avec le sujet « Aldridge, gardez le cas de Reyes silencieux ». C'était la pièce manquante, un projet d'une lettre menaçante du conseiller juridique du sénateur Aldridge adressé au bureau des affaires internes de Manhattan. Le message l'a clairement présenté. S'il souhaite continuer à recevoir un financement pour les projets publics, il devait éliminer Nora Reyes, qui à l'époque enquêtait sur une affaire d'inconduite directement liée à Aldridge. Cyrus ne s'était pas arrêté. Il a contacté Case Matson, l'ancien collègue de Nora, celui qui avait tenté de l'avertir mais a échoué. Avec l'aide de Case, il a embauché une équipe d'avocats indépendants et de journalistes d'investigation du Veritas Ledger, une publication réputée pour découvrir des histoires enterrées par le pouvoir. Après près d'un mois de fouilles, de réchauffage d'anciens fichiers et d'exécution de l'analyse vocale sur les clips audio, ils ont compilé un rapport complet prouvant que Nora n'avait pas fabriqué de preuves comme une fois l'a prétendu. Elle avait été réduite au silence. Ensuite, l'histoire s'est cassée. La première page du grand livre du Veritas a encadré la vérité derrière Nora Reyes dans le cas d'abus. Enterrée pendant 5 ans. Des millions d'actions, les groupes de plaidoyer se sont ralliés. Un tollé public a éclaté contre les institutions qui avaient enterré sa vérité. Une audience de révision officielle était prévue.
Cyrus est allé avec elle. Plus de PDG, pas d'entourage, juste un homme dans un manteau épais assis à côté d'elle dans une pièce remplie de personnes même qui ont signé sa suspension. Nora a dit peu. Elle n'a lu que 3 lignes de sa déclaration. Je n'ai pas besoin d'excuses. Je veux juste que mon nom revienne. Pas un employé instable. Pas une perturbation interne. Mais Nora Reyes, un enquêteur honnête qui a refusé de se taire face à l'injustice. Des semaines plus tard, le verdict est venu. Lors de l'examen des nouvelles preuves, le Bureau des affaires internes annule par la présente l'ordonnance de suspension rendue en 2020 contre Nora Reyes. Son record est restauré. Elle a été une dénonciation légale qui a riposté à tort. Cyrus a reçu les nouvelles en époussetant les étagères dans la salle de stockage centrale. Il se tenait immobile quand Nora entra, lettre à la main. Ses yeux étaient rouges mais secs. « Vous avez gagné, dit-il doucement. Nora secoua la tête. Numéro. Je n'ai pas gagné. Je n'ai pas encore perdu. Cette nuit-là, le centre a organisé une petite célébration. Pas de vin, pas de feu d'artifice, juste des sandwichs, du café chaud et des mots chauds et humbles. Une jeune femme qui avait été forcée de se marier s'est levée et a levé sa tasse. À Nora, qui a dit la vérité, a vécu la vérité et est restée quand tout le monde s'éloigna. Plus tard dans la soirée, Nora et Cyrus se tenaient sur la plage, la même où ils avaient parlé une fois sans se faire face. Elle lui a tendu une nouvelle carte d'identité. Nora Reyes, agent d'investigation, a réintégré. Il l'a regardée pendant longtemps. « Revenez-vous au travail ?» Il a demandé. « Non, sourit-elle. Je n'ai plus besoin de l'insigne. J'ai juste besoin de savoir que le nom que j'ai porté une fois n'est plus caché. » Cyrus regarda sa voix bas. « Je me demande si je n'avais pas aidé, l'auriez-vous fait seul ? Je l'aurais dit, il a simplement fait au vidé. Mais pas bientôt, et probablement pas avec autant de paix. Il n'en a pas dit plus. Et une femme une fois enterrée, maintenant, pour prouver quoi que ce soit, mais pour vous rappeler, la vérité peut toujours gagner. Réinventuer, un deuxième regard sur la vérité. Névégotable à but non lucratif, la Fondation Reyes, financée par Cyrus Bennett. Bien que son nom ne soit nulle part au tableau, il n'était pas là pour diriger. Il était là pour ouvrir des portes, pour tenir la lumière, pour prendre du recul pour que d'autres puissent enfin avancer. Plus de 200 personnes ont rempli l'auditorium. Les avocats, les étudiants enquêteurs, les défenseurs des droits de l'homme et les survivants, ceux qui ont été réduits au silence, trahis ou effacés par le système. Sur scène, Cyrus Bennett est monté en premier. Il n'y avait pas de grand visuel, pas de présentation flashy, juste un projecteur blanc et un microphone. « Bonsoir, commença-t-il, la voix calme et stable. Je croyais que la justice pouvait être achetée avec les bons avocats et les rapports les plus propres. Ensuite, j'ai été trahi par la femme que je devais épouser et sauvé par quelqu'un que le monde avait effacé. » Il a fait une pause. Elle ne tient plus de badge. Et maintenant, cette personne parlera d'elle-même. Nora est montée sur scène. Elle portait un simple chemisier blanc, un manteau gris jusqu'à ses genoux, ses cheveux attachés, pas de maquillage, pas de reflets. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui rendait le public entier assis plus droit, une présence qui n'avait pas besoin de préambule. Elle jeta un coup d'œil à travers la pièce, s'arrêtant légèrement alors que ses yeux trouvaient Cyrus au premier rang. Il hocha la tête une fois. Elle sourit. Vraiment sourit pour la première fois sans armure. Puis elle a pris le micro. « Bonsoir. Je m'appelle Nora Reyes. J'étais autrefois un enquêteur interne pour le PD de Manhattan. J'ai été suspendu, calomnié, installé et oublié. Stash Act. Mais d'abord, je suis un être humain. Comme vous tous, j'ai eu peur. J'ai fait des erreurs. Je suis resté silencieux, non pas parce que j'acceptais, mais parce que j'étais trop fatigué pour me battre. Mais je suis toujours là. » Elle s'avança. « Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour parler. Nous devons juste arrêter de se taire pour toujours. » Les applaudissements ont commencé doucement que de tonner. Cyrus la regarda. Son cœur battait plus vite, non pas de la peur, mais parce que pour la première fois, il a vu Nora entièrement elle-même, non en douane, inhabituelle, sans vergogne. Et pour la première fois, il ne voulait plus rester dans l'ombre. Lorsqu'elle a quitté la scène, la foule a instinctivement fait la place. Au milieu de la caméra clignote, des applaudissements et des lentilles de clic, Cyrus s'est approché.
Il ne parlait pas. Il tendit simplement sa main. Nora le regarda pendant un long moment calme. Puis elle a placé sa main dans la sienne. Pas pour le spectacle, pas pour une séance photo, mais une prise douce et sûre, qui n'avait pas besoin de mots pour être compris. La presse a capturé ce moment. Personne n'a demandé ce qu'ils étaient les uns pour les autres. Personne n'a essayé de l'étiqueter la belle histoire d'amour entre un PDG et un enquêteur en disgrâce parce qu'ils n'étaient plus des noms ou des rôles. C'étaient deux personnes qui avaient tout perdu et se sont retrouvées dans l'épave qui avançait maintenant. Tard dans la nuit, longtemps après l'événement, Nora et Cyrus se sont assis dans la vieille camionnette du centre garée près du pont de Brooklyn, où Nora avait presque lâché sa vie. Elle regarda les lumières éloignées de la ville, les mains reposant toujours dans la sienne. « Je pensais que si jamais je retournais dans la lumière, a-t-elle dit doucement. Je serais terrifiée, peur d'être vue, peur de ce que les gens voudraient de moi, peur de me perdre à nouveau. Et maintenant, demanda-t-il doucement. Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants sous la douce réverbère. Maintenant, je me sens léger, parce que cette fois je ne reviens pas seul. Le centre creux du port était calme la nuit. Seulement le long chêne. Une pluie murale dans la salle d'activité et la taille jaune sombre de la cuisine qui avait eu trop de douleur. Une secousse, sa chemise était trempée de sueur, sa main saisissant le bord de la couverture. Out, juste un silence qui courait profondément. Quelque temps. Elle n'a rien demandé, ne lui a pas précipité, n'a pas fait semblant de comprendre. Elle se dirigea simplement, s'assit à côté de lui et lui prit doucement la main. Pas étroitement, ne le rapprochant pas. Juste là. Je n'ai pas besoin d'un homme parfait, chuchota-t-elle. J'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de pleurer. Cyrus se tourna pour la regarder. Ses yeux étaient rouges et vitreux, mais aucune larme n'était tombée. Ce regard, brut et immobile, était le regard d'un homme qui s'était longtemps interdit de paraître faible. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me sauver, a-t-il dit en tremblant la voix. J'ai besoin de toi. Et pour la première fois, Cyrus a pleuré, non pas comme un homme brisé, mais comme un enfant se laissant finalement être tenu après le retour du cauchemar. Nora a enroulé ses bras autour de lui, ne disant rien de plus. Elle n'a pas essayé de l'apaiser, n'a pas atteint des mots réconfortants. Elle le tenait simplement comme un murmure en chaleur. Tu n'es pas seul. Parce que pour la première fois, l'homme qui a déjà gouverné un empire, qui avait caché ses sentiments derrière un sans-masque, avait laissé son cœur à nu et à être vu. Le lendemain matin, alors que la lumière du soleil se répandait par la fenêtre ouest, Cyrus sortait de la petite pièce à l'arrière du centre, tenant toujours la main de Nora. Elle l'a regardé et a demandé doucement, « Tu as dormi bien ?» Il sourit, un sourire léger comme l'air du matin. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas rêvé de quelqu'un qui me trahissait. Un an plus tard, le ciel sur Hollow Harbour était clair. Un bleu rare s'étendait au-dessus de l'horizon. Les nuages fins dérivaient paresseusement et la brise portait un sentiment d'herbe fraîche, un soupçon de cannelle de la cuisine chaude et le rire des enfants colorants dans l'arrière-cour. Un an s'était écoulé depuis que Cyrus Bennett s'est éloigné de l'empire qui portait son nom. Un an depuis que Nora est sortie des ombres de fausses accusations, récupérant le nom qui était toujours le sien. Maintenant, il vivait dans une petite maison en bois entre le centre et la mer. Pas de climatisation, pas de voiture de luxe, pas de personnel ou de sécurité, juste une vigne buganilia traînant sur le porche, un paresseux tabica trempe le soleil et une vieille table. En bois qui contenait toujours 2 tasses. Ce matin-là, Nora est entrée dans la cuisine en tenant un verre de jus d'orange. Cyrus leva les yeux de son livre quand il l'a vue. Ses yeux atterrissent sur le verre, un battement de silence. Elle le posa devant lui sans un mot. Il la regarda et laissa échapper un rire doux. « Tu es sûr ?» Je l'ai serré à la main. Nora haussa les épaules, à moitié taquine. Rien dedans que de la glace et de la confiance. Cyrus souleva le verre, le porta à son nez et inhala profondément, puis buvait. La première gorgée, légèrement acidulée, fraîche, propre. Rien de caché à l'intérieur. Rien à se méfier. Pas comme le jus d'orange il y a longtemps, servi dans du cristal à une table où une seule phrase pourrait couper comme un couteau. Il posa le verre, la regarda droit dans les yeux. « Je te fais confiance et le monde à cause de toi. » Nora était assise à côté de lui. Leurs mains n'avaient pas besoin de se retrouver parce qu'ils n'avaient jamais lâché prise. À travers la fenêtre, ils ont regardé l'arrière-cour où un groupe des femmes avait tendance à des plantes et une petite fille a tenu une pancarte qui disait « Aujourd'hui, je me sens en sécurité. » Et parmi tout cela,
il y avait une nouvelle vie, non construite avec de l'argent, non peinte avec des références, mais nourrie de vérité et de confiance récupérée des ruines.